Chaque jour, dans nos usines, nous traitons 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée. Grâce à un savoir-faire et des équipements uniques en Europe. Notre vision est durable, tournée vers le long terme. Nous nous engageons à développer notre activité industrielle de manière responsable. Nous investissons régulièrement dans la modernisation de nos usines et dans le développement de solutions innovantes et protectrices de l'environnement. Chacun de nous, dans son métier, se sent porteur du service public et de l'intérêt général, au service de notre mission, la préservation du milieu naturel et de la biodiversité. Au SIAP, nous sommes fiers d'être une entreprise publique forte de 40 ans d'expérience au service de l'agglomération parisienne. Et nous sommes plus de 1700 agents à partager cet engagement et cette passion. Pour aujourd'hui et pour demain.
Morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir, chers participants, chères participantes. Bienvenue à cette table ronde intitulée Dialogue ville-bassin et adaptation au changement climatique. Comment reconnecter les villes à leur bassin pour cette deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et les changements globaux. Le président de séance est M. Éric Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau et secrétaire technique du réseau international des organisations de bassin. Monsieur Tardieu, à vous la parole. Merci, Sissi. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette session. Pas tellement en présentiel ce matin à Paris dans les locaux de l'UNESCO, bien davantage en ligne, mais où que vous soyez connectés, soyez les bienvenus donc pour cette session sur le dialogue entre les villes et les bassins autour du changement climatique. Nous remercions l'UNESCO pour son accueil physique et l'UNESCO, le SIAP et ARSO pour la prise en compte de notre proposition de session dans le cadre de cette conférence Oméga. Alors, ce matin, en tout cas ce matin pour nous ici à Paris, il s'agit d'aborder l'enjeu général de la sécurité de l'eau dans les villes face à un certain nombre de pressions et en particulier celle du changement climatique. Cette notion de sécurité urbaine de l'eau renvoie évidemment à une vulnérabilité croissante des villes liée à leur taille qui augmente. Une large majorité de la population mondiale habite désormais dans des villes et elle habite de plus en plus dans des grandes villes. C'est un facteur de fragilité. Et globalement, les trois risques qui ont été rappelés à plusieurs reprises dans cette conférence, notamment en ouverture par le secrétaire général de l'OCDE, le risque de trop d'eau, pas assez d'eau, ou bien une eau trop polluée. Vulnérabilité croissante des villes d'une part, donc, et d'autre part, symétriquement, un impact croissant des villes, en particulier des grandes villes, sur un territoire plus large que seulement le périmètre urbain, et en particulier sur le territoire naturel du bassin versant hydrographique. Vu des bassins, donc, les villes sont des singularités, au sens mathématique du terme, puisqu'elles concentrent les besoins en eau, les besoins quantitatifs et les besoins qualitatifs en eau. Elles concentrent les risques, comme on vient de l'évoquer. Elles concentrent aussi les solutions technologiques, la présence de ressources humaines, les moyens financiers pour faire face à cet enjeu de sécurité de l'eau. En ce sens, il ne s'agit pas d'opposer villes et zones rurales, comme le redisait le président Loïc Fauchon en ouverture également de la conférence Oméga, mais bien de construire un dialogue en considérant que la sécurité de l'eau dans les villes doit être gérée à une échelle plus large que simplement les villes, d'un côté, et de l'autre, que la gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins doit fortement intégrer cette donnée croissante et très impactante que sont le développement urbain et les besoins des villes. C'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de regarder à travers un certain nombre de présentations. Et je vais tout de suite céder la parole pour le lancement de cette session à nos amis et collègues de l'IWA, l'International Water Association. Tom Molenkamp is chairing IWA, and we're very Molenkamp est président de l'IWA et c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Tom, j'ai le plaisir de vous donner la parole pour le discours liminaire de cette session, puis nous reviendrons au projet commun que nous avons développé ces dernières années, mais pour l'instant, Tom, vous avez la parole pour la première présentation. Merci Eric, and bonjour. Thank you
Bonjour, merci beaucoup de cette opportunité qui m'est donnée pour présenter ce sujet très intéressant et le concept de relier les villes et qu'elles font partie intégrale d'un bassin versant. Il est dit qu'aucun homme n'est une île et ainsi aucune ville n'est une île. Et relier les villes avec les bassins est une opportunité pour traiter le changement climatique, de faire face au changement climatique de façon pratique, fournir une sécurité de l'eau, la durabilité de l'environnement et la viabilité urbaine. Alors, un bon nombre de défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés ont un impact sur les villes où la plupart d'entre nous vivons. Cela inclut l'urbanisation croissante. Les Nations Unies ont indiqué que d'ici 2050, 2 personnes sur 3 vivront probablement dans les villes ou d'autres centres urbains. Perturbation des schémas météorologiques en raison du changement climatique, ce qui ajoute une incertitude supplémentaire à la planification à long terme. Une demande croissante devrait être gérée avec soin, car la population continue de croître. Cette croissance accompagne d'une concurrence accrue entre les différents utilisateurs d'eau. Ceci crée des risques liés à l'eau pour les villes, notamment les inondations, peuvent avoir un impact négatif sur les activités économiques au sein des villes, même des pertes de vie perturbées et limiter les accès aux ressources de la ville sur lesquelles dépendent les villes, non seulement l'eau, mais également la nourriture et l'énergie. Pénurie d'eau. Qui peut également signifier qu'il faut investir dans les approches coûteuses pour garantir l'approvisionnement et éventuellement utiliser des sources alternatives peu sûres. La pollution, la qualité en baisse de l'eau peut affecter l'approvisionnement ou de la durabilité. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2019, l'impact de la qualité de l'eau sur la croissance du PIB, lorsque les cours d'eau deviennent très fortement habités, pollués, les régions en aval voient des réductions de la croissance économique, perdant entre 0,8 et 2% de la croissance économique. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, ces pressions et ces défis mettent en évidence la nécessité d'une planification urbaine et des services publics plus durables. Dans le même temps, il faut renforcer les liens entre les zones urbaines et rurales en s'appuyant sur leurs liens économiques, sociaux et environnementaux existants. Les principes de l'IWA pour les villes soucieuses de l'eau fournissent un cadre pour encourager une planification et une conception résiliente pour les villes plus vivables face à des pressions telles que le changement climatique et la croissance démographique. Ces principes visent à rallier les acteurs urbains autour d'une vision commune et à promouvoir une gestion et une planification de l'eau holistique, transdisciplinaire et intégrée. Si vous pouvez recliquer et de nouveau recliquer, s'il vous plaît. Alors, il existe 4 niveaux d'action qui correspondent à des échelles différentes. Vous avez des services d'eau régénératifs, échelle des services d'eau et d'assainissement, conception urbaine sensible à l'eau à l'échelle de la ville, ville connectée au bassin, c'est-à-dire connexion avec le bassin versant, et construire des communautés soucieuses de l'eau, c'est-à-dire capacité professionnelle, sensibilisation des citoyens. Prochain slide. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, s'appuyant sur les principes des villes respectueuses de l'eau, le programme d'action pour les villes connectées par bassin se concentre sur ce 3e niveau d'action, relier les zones urbaines à leur bassin versant.
Alors, l'agenda fournit un cadre pour influencer et activer des services publics, les villes et leurs industries à devenir des gestionnaires de l'eau en collaboration avec les parties prenantes du bassin. Alors, l'agenda a trois éléments, trois parties. Des moteurs pour l'action, c'est-à-dire le risque lié à l'eau pour les villes par rapport aux événements les voies d'action qui sont des solutions qui répondent aux impacts décrits dans les moteurs pour l'action. Et troisièmement, les fondations pour l'action qui sont des éléments de fondation pour permettre l'approvisionnement en eau urbaine qui est bien gérée et durable dans la gamme de développer une vision de renforcement des capacités et une gouvernance. Alors, en prenant part de manière proactive à la gestion du bassin, la ville sécurise les ressources en eau, en nourriture et en énergie, protège la qualité de l'eau et augmente la résilience aux événements extrêmes. Depuis le développement de l'agenda d'action, il y a eu cet engagement constant pour la traduction de cet agenda qui est actuellement en espagnol, français, chinois et portugais, collecte et présentation des histoires du bassin ou des études de cas, si vous voulez, de ce que les membres et partenaires de l'IWA et de IMBO font pour permettre la création de villes connectées par bassin. Et actuellement, IWA et IMBO élargissent le cadre de l'agenda d'action en développant un manuel de cas et de meilleures pratiques pour mieux comprendre le cadre. Et Catherine Cross nous donnera un peu plus d'informations sur ces manuels un peu plus tard. Alors, cette table ronde nous donne une opportunité de montrer des exemples à travers le monde sur cette coopération ville-bassin. Et l'IWA attend de finaliser de travailler avec l'INBO et nous allons lancer la publication un peu plus tard dans cette année. Le dernier slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors que l'IWA est une association des professionnels de l'eau et les organisations reliées à l'eau, nous sommes également tout à fait engagés à travailler avec les parties plus larges de la société ainsi que les disciplines y reliées pour atteindre un monde où l'eau est gérée de façon sage, durable. Et j'attends avec hâte la discussion qui va suivre. Merci. Merci beaucoup, Tom, pour cette introduction et de nous avoir vraiment planté le décor pour ce qui est de l'agenda d'action des villes reliées au bassin et l'IWA. C'est un agenda très intéressant et il est important de souligner la nécessité de liens plus profonds entre les services de l'eau d'un côté et la conception urbaine de l'autre. Et je suis sûre que nous reviendrons à ces différents aspects pendant la partie questions-réponses. Mais pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, Tom, nous allons poursuivre avec Catherine Cross, également de l'Association internationale de l'eau. Catherine Cross, vous nous donnerez un peu plus d'informations sur ce manuel que l'association pour IWA et le réseau international des organisations des bassins ont développé et dans lesquels ils ont été impliqués ces 3 dernières années. Catherine, vous avez la parole pour votre présentation. Je vous en prie. Merci beaucoup, Eric. Merci, Tom, pour cette introduction nous donnant un contexte. Et je vous rejoins aujourd'hui de Bangkok, en Thaïlande. Et je travaille pour un certain nombre d'organisations et je vous rejoins en tant que ma capacité de travailler avec l'IWA et de travailler vous parler de ce manuel. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, pour vous donner un peu de contexte, le manuel
C'est une ressource complète sur un sujet donné pour les praticiens, dans ce cas entre les villes et leurs bassins versants et les différentes références stratégiques. L'INBO a produit de nombreux manuels et donc cela suit la même approche. L'idée étant d'informer, influencer et encourager les acteurs urbains à jouer un rôle actif pour la protection des ressources en eau, y compris des organisations du bassin. Et comme Tom l'a dit, c'est de travailler sur cet agenda et les meilleures pratiques, les recommandations, ainsi que les points de vue des experts. Prochain slide. Alors, le public cible, ce sont différentes parties prenantes avec différents rôles qui prennent des actions pour l'amélioration des bassins. Cela comprend des décideurs techniques, les services sanitaires d'assainissement, les gouvernements, les industries, les développeurs, organisations du bassin, les promoteurs, les agences de l'eau et d'autres parties prenantes dans un bassin. Et engagement de la société civile et les ONG, etc. Prochain slide, s'il vous plaît. Tom a parlé de l'agenda d'action, mais je rentrerai dans un peu plus de détails car cela donne des structures pour le manuel. Alors, la première partie, ce sont des moteurs d'action, ce qui vous parle des risques majeurs dans les villes. Et l'agenda vous décrit les impacts de ces éléments moteurs que vous pouvez voir dans le diapositive. Dans le manuel, ce que nous avons fait, c'est regarder en fait les impacts environnementaux sociaux avec un déclin dans la qualité de l'eau et la rareté croissante de l'eau. La deuxième partie, ce sont les voies d'action. Et ceci décrit les importances de l'action pour faire face aux différents défis dans le bassin et joue un rôle important pour assurer la qualité et la quantité de l'eau. Et sont catégorisés dans ces trois domaines: l'évaluation, la planification et la mise en œuvre, y compris des solutions pratiques telles que l'intégration des solutions basées sur la nature, utilisation des technologies numériques, participation des parties prenantes dans la planification et la gestion et les évaluations basées sur les risques. Et la troisième partie est sur les fondations de l'action qui sont nécessaires pour cette gestion de l'eau, y compris la vision, la gouvernance, la connaissance, outils de planification et l'outil de mise en œuvre. Prochain slide. En fait, je vous ai déjà donné la structure. Je voudrais juste donner quelques points de plus. Alors, le manuel est basé sur la littérature existante, en particulier dans la première partie. Cela intègre les études de cas, les histoires de bassin et a des réflexions sur les différents leaders sur les composants essentiels pour une gestion durable de l'eau des différentes organisations allant de Global Water Partnership, le Partenariat mondial de l'eau, les Water Cities, CV, etc. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, une référence clé pour le manuel est une série d'études de cas ou des histoires de bassins qui ont été développées pendant plusieurs années par l'IWA et plus récemment par le RIOB. Les histoires de bassins documentent certaines des meilleures pratiques et approches qui démontrent comment les parties prenantes, les acteurs, en particulier dans les zones urbaines, participent ou contribuent à la gestion durable des ressources en eau. Alors, les histoires ou les études de cas sont là pour inspirer les parties prenantes, pour leur dire ce qui se passe dans leur bassin. Et comme je vous ai dit, des parties de ces histoires sont incorporées dans le manuel et les versions pleines sont également disponibles ou seront disponibles en ligne à travers le IWA ou l'Organisation du bassin. J'ai quelques études de cas, je n'ai peut-être pas le temps de les parcourir tous, mais je pensais commencer avec la ville de Mexico, puisque cette ville se concentre sur les mégapoles. Alors, c'est un exemple
ici qui souligne comment le développement de la ville de Mexico a entraîné une déconnexion avec son bassin hydrologique, le bassin de lac. On sait que l'épuisement des eaux souterraines a entraîné des affaissements et des dommages à l'infrastructure, des projets de transfert de l'eau en raison de manque de disponibilité de l'eau ces dernières années. Mais ceci a mené également à des charges artificielles, des versements artificiels dans les zones voisines. Donc, menant à l'inondation, pénurie d'eau et perte de patrimoine culturel. Les infrastructures vertes et bleues sont reconnues comme une occasion de recréer certains des avantages du bassin du lac. Donc, comme je vous disais, pour cette infrastructure, pour recréer donc les avantages du bassin du lac, fournir de l'eau, production alimentaire locale, la santé, le bien-être, la population, ainsi que l'amélioration de la biodiversité. Donc, il y a des activités en cours pour habiliter les fonctions de l'écosystème et ce sont des projets qui promeuvent les chinampas. Ce sont des systèmes agricoles préhispaniques. Ce sont des parcelles de terrain entourées de plusieurs canaux pour le drainage que vous pouvez voir dans l'image. On les appelle également les jardins flottants, qui sont utilisés pour la culture, pour la floriculture et pour la plantation de légumes. Cela contribue non seulement à l'économie locale, la sécurité alimentaire locale, mais fournit également une infrastructure verte et bleue adaptée à la zone métropolitaine de Mexico. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Un autre exemple d'une grande ville, c'est Nairobi au Kenya. Et dans ce cas, l'eau de la ville vient du fleuve Tana qui prend sa source dans les hautes terres au-dessus de Nairobi. Et c'est où il y a plus de 100 000 petits exploitants qui dépendent de la rivière pour l'irrigation. Néanmoins, depuis quelques décennies, les activités agricoles intensives ont impliqué une augmentation de l'envasement qui a impacté les communautés, l'écosystème et également, évidemment, l'approvisionnement en eau et hydroélectricité. Et c'est là où le Tana Nairobi Water Fund a été mis sur pied. Et l'approche, c'est qu'il est moins coûteux d'investir dans la protection de l'eau à la source par le biais de l'infrastructure verte plutôt que de traiter ces problèmes lorsque ces problèmes arrivent en aval ou se produisent en aval. Ce fonds aide les exploitants à s'adapter aux méthodes de conservation de sol et eau. Et les scientifiques disent que beaucoup d'eau est maintenant disponible pour Nairobi grâce à ces actions. Ensuite, l'exemple de Kunshan en Chine et ici une urbanisation rapide et croissance économique ces dernières décennies a vraiment détérioré les voies d'eau dans la ville. En même temps, il y a risque d'inondation en raison du fait que le système de drainage n'est pas très bon de canalisation ou la même chose que Bangkok. La ville s'est adaptée aux risques en développement paysage spécial, c'est-à-dire que vous avez des voies avec des digues qui relient les voies d'eau et vous pouvez le voir sur l'image. Et la ville de Kunshan a également développé une stratégie pour toute la ville pour réduire la fréquence des inondations. Et il y a eu un partenariat avec les parties prenantes au niveau national et international, tels que Water Sensitive Cities en Australie, et des investissements par le secteur privé et les agences de la ville, a vraiment transformé Kunshan en ville éponge avec des voies d'eau, avec beaucoup de recherche et développement.
Je suppose que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous parler des études de cas qui suivent et aller aux dernières diapositives. Oui, vous avez 1 minute, Catherine. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour ce manuel? Comme Tom l'a mentionné, et ça sera donc publié à la fin de l'année. Nous sommes en train de préparer ces études de cas qui devraient être disponibles en ligne bientôt. Mais une fois que le manuel sera lancé, il y aura une collecte continue et publication de ces histoires de bassins. Et cela souligne ce que les membres de IWA et de l'organisation bassin et d'autres organisations continuent à faire. Donc, si vous voulez de plus d'informations, vous veuillez me contacter ou d'autres collègues dont le nom figure sur ce diapositive. Merci beaucoup de votre attention et cette opportunité de pouvoir vous présenter ce manuel. Merci, merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation de ce manuel, ainsi que toutes les principes et les approches et les défis que nous essayons de traiter à travers ce manuel. Et je voudrais souligner un fait important, et j'espère qu'on y reviendra pendant la session questions-réponses, qu'il ne s'agit pas juste des process, des techniques et des technologies. Il s'agit davantage de conception, gouvernance urbaine, des solutions basées sur la nature, toute une série de différentes sortes de solutions qui sont nécessaires que l'on doit combiner pour traiter ces défis. Vous avez commencé avec les études de cas. Nous allons continuer donc avec quatre cas particuliers, en commençant, puisque nous sommes sur leur territoire, par le cas de l'agglomération parisienne. Et c'est Tristan Milot du syndicat pour l'assainissement de l'agglomération parisienne qui nous présente le cas de Paris. Tristan, vous avez la parole. Merci Eric. En fait, l'objet de cette présentation, du coup, sera de vous présenter de manière un peu plus concrète comment des grandes mégapoles du monde se regroupent pour proposer des solutions et une adaptation face au changement climatique. Et pour cela, en fait, en 2016 est née l'idée de créer une alliance des mégapoles pour affronter donc ces changements climatiques. Donc, c'est donc en 2016, lors de la journée officielle pour l'eau de la COP22 à Marrakech, et notamment dans le cadre du programme d'action mondiale pour le climat, que sont nées donc les alliances mondiales pour l'eau et le climat. Il y avait l'Alliance des bassins, l'Alliance business, l'Alliance pour le dessalement, et donc enfin l'Alliance des mégapoles, qui ont vu le jour notamment grâce à la ratification de Marrakech Declaration of Global Alliance for Water and Climate. Elles ont notamment été signées par le ministère, à l'époque le ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que tous les coordonnateurs donc, de ces alliances. Next slide, please. Next slide. Voilà, donc là, vous avez l'historique un peu donc, de la création de cette alliance des mégapoles. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vais donc vous présenter un peu l'objectif de cette alliance et pour après vous détailler un peu concrètement comment cela se manifeste. Donc en fait, cette alliance est une alliance qui regroupe des mégapoles de à peu près 10 millions d'habitants et également des mégapoles qui, dans les années à venir, atteindront ce nombre de populations. Elle est composée globalement de tous les acteurs du monde de l'eau de ces villes, que ce soit des politiques ou des opérateurs. Elle repose évidemment sur un coordinateur que je représente aujourd'hui, qui est le SIAP, et dont le secrétariat est assuré par nos collègues de l'UNESCO. Donc vraiment, l'objectif concret de cette alliance, c'est de développer donc des accords entre différentes mégapoles qui rencontrent des problématiques communes ou des problématiques que certaines mégapoles ont déjà rencontrées et auxquelles ils ont su relever les défis, pour proposer donc des solutions concrètes et s'adapter face à ces changements globaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc en fait, oui, voilà, pour résumer en quelques mots l'alliance, elle permet en fait donc cette mise en relation entre les différents acteurs. Donc je vais vous donner deux exemples très concrets
comment cela se concrétise en fait. En prenant donc le premier exemple qui est un accord entre Paris et Manille, puisque par l'intermédiaire donc du SIAP, qui est l'opérateur public d'assainissement francilien, un accord a été mis en place avec la métropole de Manille pour répondre à une problématique notamment sur la gestion des eaux pluviales, des eaux usées pardon, d'une manière plus générale. Donc, il faut savoir que donc l'opérateur public qui est le SIAP est un opérateur qui, donc, depuis 50 ans, non seulement traite et transporte l'ensemble des eaux usées domestiques, pluviales et industrielles, mais c'est également et surtout le garant de la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité pour les deux fleuves sur lesquels il travaille, à savoir la Seine et la Marne. La chance qu'a eu la ville de Paris, c'est que lors de sa construction et notamment sa refonte par le baron Haussmann, un réseau a été construit. Ça veut dire que toute la pression anthropique qu'a ensuite subi la ville suite à la démographie et l'augmentation de la taille de la ville a pu se faire notamment sur un réseau déjà existant qui a pu faciliter notamment ces questions de traitement des eaux, qui est un véritable poids sur la sauvegarde de l'environnement. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres clés sur le SIAP, c'est à peu près 1700 agents, c'est 9 millions, plus de 9 millions d'usagers, c'est 2,4 millions de mètres cubes d'eau traitée, d'eau usée traitée chaque jour, pour un budget global s'approchant de 1,4 milliard d'euros. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces mégapoles mondiales font face à un urbanisme grandissant, galopant, qui répond pas forcément à des critères prédéfinis. Et donc, on a une espèce d'urbanisme anarchique, et ça se retrouve dans beaucoup de mégapoles mondiales. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler de Manille. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. En prenant donc un constat très simple. Manille, donc la métropole de Manille, c'est 13 millions d'habitants, répartis là, comme vous voyez sur la carte, donc sur cette métropole, qui fait face à un défi environnemental très important, puisqu'il faut savoir qu'un fleuve parcourt donc cette métropole, la rivière Passig. Et comme je vous l'ai dit, l'enjeu de beaucoup des opérateurs de l'assainissement, c'est la sauvegarde de l'environnement et donc la sauvegarde de ces cours d'eau. Fort de ce constat, la métropole de Manille a pu se rendre compte que en 50 ans, la dégradation de son cours d'eau a été vraiment très importante, puisque on peut prendre le constat suivant, c'est qu'en 1950 à peu près, il y a 50-60 ans, il était possible de pêcher, de se baigner dans ce fleuve. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 10 ans, ce fleuve a été déclaré comme mort, car plus aucune biodiversité était en capacité de s'épanouir dans ce milieu. C'est en fait devenu un espèce d'égout à ciel ouvert, récupérant eau usée et déchets solides directement sur le fleuve. Pourquoi ? Tout simplement car les habitants étaient de plus en plus repoussés du centre-ville au vu de la grosse pression anthropique qu'a pu connaître cette ville. Et du coup, les services publics n'ont pas pu assumer cette volonté de traiter les eaux usées. Donc, conscient de ce constat, la métropole de Manille, dans le cadre de cette alliance, est venue chercher le SIAP pour travailler conjointement sur une solution et pour essayer de mettre en place, dans un premier temps, un schéma d'assainissement à l'échelle de cette métropole, et puis, dans un temps un peu plus concret, en mettant en place différents projets pilotes, dont notamment un sur un des bras de la rivière, pour travailler sur la mise en place d'une capacité de traitement qui est un filtre planté, pour essayer de voir si cette solution était viable et si c'est le cas, la répliquer à l'ensemble de la métropole. Ça a été plutôt un succès, sauf que très vite, on s'est rendu compte que traiter les eaux usées sans traiter les déchets solides, puisqu'il faut bien avoir conscience que et déchets solides et déchets liquides étaient rejetés dans ce fleuve, on s'est rendu compte qu'il fallait impliquer d'autres partenaires. Et ça a notamment été le cas pour ce projet où nous sommes venus avec nos amis du SICTOM, qui est le parent, enfin on va dire le cousin du SIAP qui traite à l'échelle francilienne les déchets solides, pour mettre du coup un projet multisectoriel en place avec un soutien financier de l'AFD.
pour mettre en place donc une réponse collective et non sur une seule des problématiques, pour voilà, vraiment apporter une réponse commune. Donc, le SICTOM, avec le soutien de la métropole et de l'AFD, la métropole de Manille, a pu mettre en place également un projet pilote qui, si les résultats sont positifs, pourra après se répliquer à toute l'échelle donc de la métropole. Donc voilà, donc c'est un peu ça donc l'enjeu sur Manille et donc le premier exemple concret de comment aujourd'hui les grandes mégapoles de ce monde font face à des problématiques communes et trouvent ensemble des solutions. Slide suivante, s'il vous plaît. Et vient enfin le dernier exemple que je vais prendre aujourd'hui, qui est aussi un projet de grande ampleur, qui correspond tout à fait à la problématique des bassins précédemment évoquée par Eric, qui est aujourd'hui donc le cas de la rivière du Congo. Le fleuve Congo, donc c'est un fleuve transfrontalier où les deux capitales se font face, avec Brazzaville au nord du fleuve et Kinshasa au sud. Donc on a là à peu près un bassin de pas loin de 20 millions d'habitants. Ces deux pays se sont saisis du sujet pour mettre en place un partenariat également avec Paris, qui est donc le premier partenariat entre Paris et les deux Congos, pour mettre en place donc une réponse commune à ces rejets directs, puisqu'il faut savoir que comme à Manille et comme beaucoup de métropoles, comme beaucoup de mégapoles mondiales, les réseaux n'existent pas. On fait donc face à à une récolte des eaux usées collectifs, ou non, plutôt individuels, voire semi-collectifs. Et donc après, ces eaux usées sont vidangées directement dans les points d'eau. Donc, pour pouvoir apporter une réponse sensée à cette problématique sur le fleuve Congo, il était bien évidemment évident qu'on ne peut pas traiter les eaux usées d'une rive sans traiter les eaux usées de l'autre, puisque les eaux usées finissant au même endroit, il faut bien sûr apporter une réponse collective et commune, et c'est donc le cas, et c'est comme ça que donc va naître au printemps 2023 un projet de filtre planté de part et d'autre des deux rives du fleuve Congo, avec donc l'objectif, grâce à un appui très important des autorités locales et un changement de la législation qui va permettre donc de rendre obligatoire le vidangeage donc de ces eaux usées dans ces filtres plantés. Donc voilà, donc slide suivante s'il vous plaît. Vous avez donc là la réponse concrète comment dire, l'illustration comment cette alliance de mégapoles et comment ces opérateurs publics et ces autorités locales répondent donc à des problématiques communes. Et je vous invite, si ces sujets vous intéressent, à bien évidemment vous reporter au handbook qui sortira à Dakar lors du forum, puisqu'ils seront présents dans ce manuel. Merci beaucoup Tristan pour cette présentation croisée à la fois de la situation et un peu de l'histoire de l'agglomération parisienne et de l'importance aussi de construire des partenariats, des échanges d'expériences entre très grandes villes. Et effectivement, les cas présentés figureront bien dans le handbook IWA RIOB. Nous poursuivons notre tour de géographie. And we are very happy now to move to China. Et on se dirige vers la Chine où Madame Yao Zhojun va nous présenter le cas des autorités du lac Taihu, la situation locale qui est, ma foi, sensible, un lac fragile, avec un fort développement urbain autour de ce lac. Zhojun, à vous la parole. Merci Eric. Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter une étude de cas sur la Chine. Donc, pour commencer, je vais vous parler du lac Taihu, troisième plus grand lac d'eau douce en Chine. C'est le cœur du delta de Huzhou. Et la ville de Huzhou a donc une relation très forte avec ce lac et est au sud du lac Taihu. C'est une des villes les plus importantes du bassin de Taihu et joue un rôle important dans la protection des ressources aquifères.
Logang, un mot chinois qui fait référence aux canaux autour du lac Taihu, qui est donc un réseau de distribution d'eau qui connecte la ville au lac. Donc, sa protection est très importante pour le bassin et pour la ville. Diapositive suivante. Quelques mots sur ce Logang. Le Logang existe depuis 2500 ans. Il s'agissait au début de distribuer l'eau aux abords du lac et de protéger les terres agricoles. Les canaux ont été créés et renforcés par des briques. Du fait de l'augmentation de la demande, le Logang s'est étendu et devenu un système d'ingénierie, d'irrigation et de drainage et d'évacuation des eaux pour tout le bassin. Il joue un rôle d'écoulement des eaux, d'irrigation et de diversion des eaux. Le Logang a donc une influence très forte sur la formation et le développement de la ville d'Uzhou. C'est pour cela que la ville d'Uzhou a pu devenir un des centres de production de riz en Chine. Mais avec la croissance urbaine et l'expansion des villes, Uzhou est devenue une ville avec plus de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Logang continue son rôle d'irrigation. Pendant la saison des crues, il joue un rôle de contrôle des inondations. Pour la ville de Uzhou, le Logang joue un rôle crucial pour la diversion des inondations et le reversement des eaux. Mais avec l'expansion urbaine, le Logang souffre de pression grandissante. La vase s'infiltre dans le réseau et ralentit la circulation de l'eau. Et donc, cela a des conséquences sur la capacité de stockage. Le Logang est se retrouve également envahi par des installations illégales, ce qui donne une perception négative de ces endroits. Et certaines installations historiques se sont vues endommagées. Et donc, la valeur culturelle du Logang a été diminuée. Comment donc trouver des solutions à ces problèmes? Les autorités du bassin de Taihu se sont organisées pour mettre en œuvre un plan d'urbanisation, de gestion intégrée de l'eau et de l'environnement. Le gouvernement local a saisi cette opportunité pour combiner la régulation du Logang et le plan d'urbanisation et d'aménagement. Les autorités ont travaillé ensemble pour faire la promotion d'une régulation systématique dans l'objectif d'obtenir un système de Logang attractif et beau et représentant bien ses valeurs. Cela apporte vraiment également un sentiment de bonheur aux personnes. Il existe 3 approches principales dans ce programme de solution. Tout d'abord, la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau et de l'environnement du bassin de Taihu. Avec notamment le projet important de diversion des flux vers le lac. 5 rivières et fleuves
sont élargis et réorientés. Les canaux sont élargis et dragués pour améliorer l'environnement aquifère. Deuxième aspect, ajuster le développement du plan d'urbanisation et l'aménagement. Par exemple, des installations le long du lac, avec vue sur le lac. Et au niveau local, des petits quartiers vont être créés avec des caractères locaux. Enfin, il s'agit de développer une industrie du tourisme local pour stimuler l'économie locale. Diapositive suivante. Depuis la mise en œuvre de ce programme en 2011, la régulation du Logang a obtenu des résultats remarquables. Les rivières sont désormais plus sûres pendant la crue. 66 km de canaux ont été élargis et 80 km de rivières ont été draguées. Et 200 km de rivières se sont vus devenir le sujet de régulation, qui permet de mieux contrôler les crues et les inondations. Le système de Logang est désormais bien connecté et les échanges d'eau entre le système de Logang et le lac s'est vu faciliter. La quantité a augmenté de plus de 200 millions de mètres cubes. Cela permet de faire la promotion, de garantir une bonne circulation de l'eau à la saison humide comme sèche. Et cela a offert aux habitants un meilleur cadre de vie. Diapositive suivante. Conclusion. Les régulations du système de Logang dans la ville d'Ouzou s'inscrivent dans le cadre de la gestion intégrée des environnements aquifères. Le bassin représente des opportunités pour la ville et la ville doit respecter donc ce bassin versant. Et ces ressources en eau et ce paysage sont très importants pour notamment le tourisme. Le gouvernement local, donc, doit prendre en compte les besoins et les demandes des citoyens et des entreprises locales également. Et donc, ce processus a permis de souligner le caractère local et les aspects, les caractéristiques locales de la région. Ainsi, la ville a été rénovée et a désormais un nouveau visage pour offrir une meilleure vie à ses habitants. Pour continuer dans ce sens, nous allons continuer à entretenir le réseau de Logang et il reste beaucoup à faire. J'aimerais particulièrement remercier le bureau de conservation de l'eau de la ville de Ouzou et celui du district de Wuxing de la ville de Ouzou. Merci à eux pour leur soutien. Diapositive suivante. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Shujin, pour cette présentation et de nous avoir présenté le cas du bassin de Taihu et cette gestion intégrée de l'environnement aquifère. Nous changeons de continent pour une troisième présentation autour de la ville
Dakar, au Sénégal, en Afrique. Et j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Mamani Koulibaly pour le cas de Dakar. Et je crois que vous allez faire une présentation à deux voix d'ailleurs. À vous la parole. Bonjour, je suis très ravie de participer à cette conférence et je vais vous présenter le cas de Dakar. Donc, c'est l'aménagement hydraulique et paysager du bassin de Grand Yoff, qui est une commune de Dakar, et nous avons choisi une solution inclusive et intégrée. Next slide. Donc, je reviens sur le summary. On peut passer rapidement. On reviendra dessus. Donc, je vais juste rappeler l'historique de ce bassin versant. Donc, comme je le disais, ce bassin versant se trouve dans la région de Dakar. C'est un bassin qui, à la base, était une grande zone vierge qui participait au rechargement de la nappe infrabasaltique. Et aujourd'hui, ce bassin de 300 hectares est très densément peuplé. Et ce peuplement s'est fait très, très rapidement en moins de 20 ans. On a eu une densification de ce bassin qui exerce une pression énorme sur le bassin de rétention, sur le bassin versant certes, mais il y a un bassin de rétention dans le bassin versant. Next slide. Comme je le disais aujourd'hui, ce bassin est confronté à... C'est un bassin de 300 hectares. Sur ce bassin, il y a plus de 250 000 habitants. Et le bassin versant a fortement évolué avec une urbanisation galopante, une imperméabilisation du sol et une très forte pression foncière qui a des conséquences sur les inondations qui sont assez récurrentes pendant la saison des pluies. Et c'est dans ce contexte-là que le bassin de rétention a été construit en 2005 après de très grandes inondations sur un emplacement historique qu'on appelle zone de captage et qui servait à alimenter la nappe profonde de Dakar. Next slide. Donc aujourd'hui, la localisation de ce bassin a la particularité de se trouver au cœur d'un quartier qui est très densément peuplé, comme je le disais. Et cette particularité aussi, c'est que ce bassin se trouve derrière un hôpital, un très grand hôpital de Dakar, de traumatologie. Et en face de ce bassin, nous avons des habitations. Et toutes ces habitations exercent une pression, comme je le disais, dans le bassin. C'est-à-dire que dans ce bassin aujourd'hui, ce bassin est complètement délaissé, il faut le dire. Et on retrouve énormément de déchets solides, de déchets plastiques dans le bassin avec une occupation anarchique autour de ce bassin. Next slide. Aujourd'hui, je vais laisser Sylvain continuer. Je prends le relais, Mamani, merci. On fait une présentation à deux voix. Donc aujourd'hui, effectivement, le bassin il est exposé à des pressions très importantes, hein, comme le disait Mamani, dans un état très dégradé, avec des eaux usées qui arrivent en permanence et qui remplissent une partie du volume, avec des déchets divers, des flottants, des macros, déchets qui sont rejetés soit à l'échelle du bassin versant, soit par les habitants directement, des enjeux sanitaires. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, next slide. Merci. Avec des débordements qui sont très fréquents, quasiment tous les ans. Hein, c'était évidemment pas comme ça que c'était prévu. On avait dû poursuivre une protection décennale, mais on ne l'atteint pas du tout. C'est une situation qu'on retrouve très souvent dans ce contexte. Alors ici en Afrique, mais aussi en Europe, hein, ces cas se présentent. Un ouvrage finalement public qui avait une vocation hydraulique unique, qui était fermé, qui était censé être isolé à l'aval de son bassin et qu'on essaie de protéger tant bien que mal des pressions extérieures. On essaye de faire contre l'extérieur, contre le bassin versant, mais les contraintes, les pressions grandissantes, les moyens alloués à l'exploitation et à l'entretien qui sont très faibles, et la tendance n'est pas à l'augmentation, font qu'on n'arrive pas à résister à ces pressions. Et donc la philosophie du projet, next slide,
la philosophie du projet, ça a vraiment été de se dire on fait avec. On fait avec toutes ces contraintes, tous ces enjeux. On ouvre le bassin à son environnement urbain, au quartier, au bassin versant, de plusieurs manières. La première, ça a été de dire que c'était un bassin à sec. On a la chance, quelque part à Dakar, d'avoir un hivernage qui est assez contraint dans le temps, sur quelques mois, une période pluvieuse sur quelques mois. Et donc, il y a toute une période où le bassin n'a pas d'usage hydraulique. Donc, la volonté, ça a vraiment été de faire un bassin étagé avec des niveaux qui se remplissent progressivement. Et ça veut dire tout un espace qui peut être ouvert à des usages autres, à la population, avec des activités sportives, des activités ludiques. On va mieux le voir sur la diapo suivante. Next slide, please. Merci. Avec donc des étages à l'intérieur du bassin, avec ici des activités sportives, des activités ludiques, avec ici de l'agriculture urbaine, avec ici un espace complètement dédié à l'exploitation pour traiter les eaux usées résiduelles qu'on n'aura pas réussi à supprimer, il en restera, et qui serviront ensuite, après traitement, à irriguer un parcours arboré tout autour, et à conférer une capacité beaucoup plus importante et à redonner une valeur, un cachet, en tout cas un intérêt pour l'habitant riverain, pour l'intégrer dans son quartier, dans son environnement urbain. Voilà la philosophie qui a été poursuivie tout au long du projet. Next slide. Merci. Mani, je te laisse poursuivre et finaliser. Oui, donc en fait, ce projet, il faut le dire, c'est fait dans une démarche participative parce qu'il faut dire que au Sénégal et je suppose dans les autres pays, c'est un projet qui est porté par la population, qui intéresse la population, il faut le dire. Et ce projet est parti dans ce sens d'impliquer toutes les parties prenantes, à commencer par les riverains qui sont toujours invités aux réunions. Et ce projet s'est fait autour d'une réunion technique, d'un comité technique, pardon, qui regroupe toutes les parties prenantes, notamment l'Office national de l'assainissement du Sénégal qui est en charge de l'exploitation de ce bassin. Et donc, autour de cette problématique de réaménagement de ce bassin, on a toute une concertation, des ateliers de renforcement de capacité. L'idée vraiment, c'est de faire porter ce projet par toute la population et que tout le monde soit au même niveau d'information concernant ce projet. Next slide. Donc, voilà, on a quelques images des réunions de renforcement de capacité et de concertation qu'on a eues sur ce projet. Next slide. Donc, la conclusion, c'est que, comme l'a dit Sylvain, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer ce bassin dans le paysage urbain et de reconnecter ce bassin versant qui est très densément peuplé avec la population et d'avoir des rapports plus apaisés parce qu'il faut le dire, au Sénégal, les bassins de rétention sont souvent vus de manière négative parce que ça entraîne de la pollution, ça entraîne de l'insécurité autour du bassin, de l'occupation anarchique. Donc, vraiment, l'idée de ce projet, c'était vraiment de reconnecter ce bassin à la commune de Grand Yoff et de donner une vision de ce bassin plus positif en ayant en tête que ce bassin doit garder certes son premier rôle qui est de collecter des eaux pluviales et de lutter contre les inondations, mais aussi d'en faire quelque chose d'agréable, de ludique pour les populations qui vivent autour, qui sont en ce moment, qui vivent des situations difficiles à cause des effets négatifs de ce bassin. Et vraiment, l'objectif de ce projet, c'est de reconnecter ce bassin, de le réconcilier avec les populations et d'en faire un premier parc urbain intégré et résilient et durable à Dakar, ce qui n'est pas encore le cas. Et vraiment, on voudrait que ce projet serve de locomotive et serve d'exemple pour les autres villes de Dakar et du Sénégal qui rencontrent les mêmes problèmes. Merci. Merci Mamani, merci Sylvain pour la présentation de ce cas fort intéressant de Dakar avec cette ambition de
renverser une situation où une infrastructure hydraulique perçue comme nuisible devient un pôle d'attraction et un pôle de vie au sein de la ville. Nous poursuivons notre tour du monde avec, en revenant en Europe, donc, avec Manuel Garcia Calvo de Almar Water pour la présentation d'un nouveau cas d'étude. Manuel, vous avez la parole. Bonjour, Eric. Good morning, Eric. Dear all, thanks so much for the introduction. It's a pleasure. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est un grand plaisir de faire partie de cet événement si important pour le secteur de l'eau. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'UNESCO et les équipes d'organisation d'avoir organisé un tel événement, car c'est très important en dépit de la situation de la COVID auquel nous faisons face aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion de remercier l'industrie du secteur de l'eau qui n'a pas arrêté de travailler ces derniers mois et continue de servir de l'eau aux populations de l'industrie. Pour la présentation d'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur comment relier les bassins d'eau avec les villes des solutions. Nous allons des solutions non conventionnelles. Des solutions non conventionnelles que je vous expliquerai et ensuite vous parler de notre expérience. Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain. Alors, comme cela a été discuté dans les autres présentations aujourd'hui, le changement climatique et la croissance de la population créent des événements extrêmes de par le monde. Et comment fournir une qualité d'eau élevée pour que la vie continue à suivre son cours sans les contraintes imposées par le manque de l'eau. Et création des nouvelles sources non conventionnelles. Je voudrais ici souligner quelques faits importants pour ce qui est ces sources d'eau. Sans rentrer dans les détails, il est important de savoir que plus total de 221 millions de mètres cubes de l'eau par jour en 2021 est sous contrat pour un service de production d'eau non conventionnelle par désalination. Ces nouvelles usines de réutilisation de l'eau devraient atteindre une capacité de 20,9 millions de mètres cubes par jour en 2021. Et les commandes de nouvelles installations de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre devraient atteindre 5,1 millions de mètres cubes par jour, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Prochain diapositive, s'il vous plaît. La première technologie que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est le dessalement. Nous pensions que c'est une solution difficile pour fournir l'eau potable de l'eau de mer, mais aujourd'hui, c'est une technologie mature, qui permet d'avoir une production de l'eau potable ou industrielle. Selon l'Association internationale du dessalement, l'AID, plus de 183 pays pratiquent le dessalement aujourd'hui. Alors, il a été, je faisais que dans le passé que c'était une solution trop coûteuse, mais aujourd'hui, cette technologie est attrayante. Dans certaines régions, Moyen-Orient par exemple,
L'eau par mètre cube est moins de 0,5 $ par mètre cube, ce qui fait de cette solution tout à fait abordable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ensuite, la préoccupation dans le passé était la consommation d'énergie pour le dessalement. Lorsque cette technologie a commencé, nous parlions de la consommation de 15 kW par mètre cube, alors qu'aujourd'hui, nous sommes moins de 3 kW par mètre cube, ce qui suppose que ce sera même moins élevé avec toutes les améliorations que les sociétés, que les entreprises privées font en matière de recherche et développement. Ensuite, la réutilisation de l'eau. Oui, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Réutilisation de l'eau est une technologie qui a été perfectionnée au fil des ans dans les stations d'épuration avec une qualité de l'eau, même pour la qualité d'eau, arriver à une qualité d'eau potable. Une fois qu'on traite l'effluent de l'eau, on peut les réintroduire dans l'eau, dans les rivières et reconnecter les aquifères. Pour l'agriculture, l'industrie, recharge ville ou pour la recharge de l'aquifère. Et aujourd'hui, dans l'Union européenne, ils ont approuvé cette technologie. Nous allons introduire la réutilisation de l'eau dans toute l'Europe. Il est important de souligner qu'il y a d'autres pays qui mettent en œuvre la directive qui permet l'utilisation de l'eau réutilisée. Avec une augmentation de 91% depuis 2011 contre 63% pour le marché du dessalement. Prochain slide encore. Alors, l'expérience d'Almar Water Solutions, nous avons une station de traitement des eaux usées à Mourak, à Bahreïn, utilisée pour le traitement avec une très haut niveau de qualité. Ensuite, la prochaine slide, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple de l'Arabie Saoudite. La construction est pratiquement terminée. C'est une station de désalinisation avec 450 000 mètres cubes par jour, pour fournir plus de 2 millions de citoyens pour usage potable, entre autres. Alors, il est possible, avec le travail ensemble du public-privé et d'entreprises publiques et privées et le partenariat public-privé, de construire de telles stations et traiter le problème de manque d'eau que nous rencontrons aujourd'hui. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En conclusion, les ressources non conventionnelles peuvent jouer un rôle crucial dans la réalisation de la sécurité de l'eau. La croissance démographique, le changement climatique et la pénurie d'eau font du dessalement et de la réutilisation une technologie de plus en plus en demande. Comme mentionné, le coût actuel de l'eau dessalée fait désormais de cette technologie une option attrayante et viable à long terme
pour tous les pays autour du monde. Et comme j'ai déjà dit, le coût faible et la fiabilité de la réutilisation de l'eau grâce aux investissements dans des technologies montrent qu'il s'agit d'une ressource non conventionnelle abordable pour toutes les sociétés, permet aux villes de reconnecter avec les bassins. Merci beaucoup de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Manuel, de votre présentation et également pour cet autre paramètre de l'intégration entre la technologie traditionnelle et pas si des sources conventionnelles, non conventionnelles. Nous savons que la question de la sécurité de l'eau, non seulement à l'échelle urbaine, nécessite l'intégration de différents types de solutions, y compris les solutions que vous venez de nous présenter. Bien, nous ne sommes pas encore en retard et donc il nous reste du temps pour des questions et je l'espère des réponses de la part de nos intervenants. N'oubliez pas donc que vous pouvez envoyer vos questions sur le chat. Ces questions apparaîtront sur mon écran et je pourrai les diriger à nos différents panélistes. N'hésitez pas, donc, s'il vous plaît, chers participants, à poser vos questions dans le chat. Nous avons déjà une question de Zayed Al-Saidi. Si je comprends bien sa question, elle concerne le calendrier de l'aménagement urbain, de la planification urbaine. Quelle serait l'échelle temporelle pertinente de planification pour les plans d'aménagement, puisque les villes changent dans leur taille, dans leur démographie. Et il y a également sûrement la situation d'assainissement et de gestion des ressources en eau évolue dans une ville. Donc, quelle est finalement l'échelle temporelle qui est la plus pertinente au moment d'élaborer des plans d'aménagement urbain? Catherine, peut-être que vous pouvez essayer de répondre. Je sais que la planification est un chapitre du guide. Quelles sont vos idées sur la question? Et bien sûr, tout autre intervenant qui souhaite répondre, vous pouvez lever la main. Je ne sais pas si j'ai accès à un écran qui me montre qui clique sur lever la main. Donc, mais bon, voilà, mes collègues me diront qui souhaite répondre à la question. Ou peut-être qu'on peut m'afficher à l'écran la mosaïque avec tous les intervenants. En tout cas, Catherine, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Une chose que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que les solutions dépendent des contextes. Elles doivent donc être adaptées à la ville en question, à son bassin. Il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu, donc, comme l'a dit la personne qui a posé cette question, la croissance démographique, l'urbanisation, également le cadre régulatoire, par exemple. Au Vietnam, la planification se fait sur 5 ans du niveau national au niveau local, alors que dans d'autres pays, ces plans se déroulent peut-être sur 10, 20 ans même. Et je suis sûr que mes collègues en auront davantage à dire. Tom, est-ce que vous souhaitez compléter? Oui, si vous me le permettez. En fait, si on parle de solutions ingénieriques, les choses peuvent aller vite, mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'il faut pour avoir une approche intégrée efficace, il faut que la communauté soit impliquée. Et pour avoir une implication efficace de la communauté, il faut que cette phase de planification commence plus tôt pour qu'il y ait une véritable phase de consultation où l'on écoute ce que les gens ont à dire plutôt que
qu'on leur dise ce qui va se passer. Donc, il faut que les choses commencent plus tôt pour impliquer les communautés et obtenir des retours d'informations de leur part. Tom, Tristan, je crois, peut compléter pour le cas de l'agglomération parisienne. Oui, alors pour Paris, évidemment, ça concerne uniquement le schéma directeur d'assainissement. Nous, on travaille plutôt sur des schémas sur 15 ans. C'est un travail collaboratif avec évidemment tout le découpage administratif français, à savoir les régions et les départements. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, notamment sur les solutions qu'on choisit, c'est qu'on prend bien évidemment en compte la croissance de la population, les enjeux qui nous concernent, et notamment sur le dernier schéma directeur d'assainissement, on a mis un axe plus particulier sur la gestion des eaux pluviales, puisque une des illustrations des changements climatiques à Paris, c'est des pluies de plus en plus importantes et donc des gestions pluviales de plus en plus pointues à avoir. Et donc, c'est cet axe qu'on a développé sur le dernier schéma directeur d'assainissement. Merci, merci Tristan. Alors, on a deux autres questions qui viennent d'arriver que je regroupe peut-être. La première était posée pour Manuel spécifiquement, mais c'est le lien entre gestion de l'eau et gestion de l'énergie, hein, ou plus exactement peut-être l'impact énergétique des choix faits en matière de gestion de l'eau. Et dans le cas particulier du dessalement, on sait que l'enjeu énergétique est tout à fait important, mais la question appelle sûrement une réponse aussi plus large. Et je mets dans le même paquet, si j'ose dire, puisqu'on parle beaucoup aussi de gestion des eaux usées à l'échelle urbaine, comment ce périmètre peut être regardé entre non seulement la gestion des eaux usées elles-mêmes, mais aussi l'aspect gestion solide. La question renvoie à la gestion des boues de traitement, hein, des boues d'épuration, mais on peut aussi réévoquer la question des pollutions plastiques, puisque le cas de Manille a été présenté. Donc, je regroupe un petit peu des questions différentes, mais qui souhaite répondre sur cet enjeu eau-énergie, eau et boue, et eau et pollution solide d'une manière générale. Alors peut-être, Manuel, pour une première réponse sur la question particulière de l'énergie autour du dessalement, puisqu'il y a un cas tout à fait particulier là. Manuel? Yeah, absolutely. Without any problem, allow me to reply in English better. Tout à fait. Et je répondrai en anglais si vous me le permettez. Nowadays, we are studying some type of combined solution between. Oui, il faut une solution qui repose sur des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques. Et il y a des projets, notamment d'autosuffisance des usines, et on installe des panneaux solaires autour des usines de dessalination pour qu'elles soient neutres. Et l'objectif est de ne pas consommer d'énergie du réseau et d'être 100% renouvelable. Et on explore également la piste de l'éolien. Mais bien sûr, dans le cas de l'énergie éolienne, la localisation est importante. Mais en tout cas, il existe des solutions dans les énergies renouvelables qui nous permettent d'augmenter notre efficacité énergétique. Merci. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent répondre? Pour répondre du coup à cette question, il y a plusieurs axes. Le premier, donc, je vais prendre de l'échelle parisienne. Évidemment qu'aujourd'hui, par exemple, le SIAP est un des premiers producteurs de biogaz qui est donc issu du traitement sur l'assainissement, du traitement des eaux usées, et on vise bien sûr une autonomie énergétique dans les prochaines années. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé dans le cas de Manille du SICTOM, nos collègues donc de la gestion des déchets solides, avec lequel on mène un travail conjoint de cométhanisation
en prenant donc le résidu des eaux usées ainsi que le résidu des déchets solides. Et après, pour répondre aussi sur la question du reuse, de la réutilisation, on a plusieurs exemples dans nos coopérations au SIAP. On a notamment un partenariat avec, qui me vient en tête comme ça avec Vientiane au Laos, où on a construit aussi un filtre planté avec les autorités du Laos et on est en capacité du coup de récupérer un humus en sortie de filtre planté pour pouvoir faire de la valorisation agricole. Voilà, donc en fait à différentes échelles, pardon, on est en capacité aujourd'hui de produire de l'énergie issue de l'assainissement. Merci Tristan. Est-ce qu'un autre intervenant souhaite répondre? Comme je n'ai pas l'écran complet, je ne sais pas si vous levez la main, mais prenez le micro si l'un de vous souhaite compléter la réponse. Non. Alors, auquel cas, je reprends une autre question tout à fait pertinente, la posée dans le chat, à propos des enjeux de gouvernance qui ont été abordés dans la plupart des présentations. D'ailleurs, on sait bien que la gouvernance urbaine d'un côté et la gouvernance par bassin de l'autre répondent à des logiques différentes, à des institutions différentes, que parfois, comme c'est rappelé dans la question, le niveau du bassin n'est pas outillé. Il y a des pays où il existe des organismes de bassin, des pays où cet échelon n'existe pas. Du coup, comment vous voudriez les uns et les autres réagir ou présenter votre cas particulier sur cet enjeu de mise en dialogue de la gouvernance urbaine d'un côté, de la gouvernance à l'échelle du bassin de l'autre? Qui souhaite commencer? I can just say a couple of points. Oui, je peux peut-être donner 2-3 éléments de réponse. Alors, c'est une situation bien complexe. Il faut comprendre les implications de la gouvernance à différents niveaux, le partage de l'autorité au niveau du bassin. Bien sûr, dans certains cas, il y a des organisations de bassin qui représentent une structure large à vocation de coordination, mais parfois cette autorité n'existe pas. Il y a des initiatives comme celle dont j'ai parlé pour Nairobi, le Fonds de l'eau. C'est une opportunité qui offre bien sûr des solutions, mais qui permet également de mettre en place des partenariats, des mécanismes de gouvernance pour orienter les solutions et le travail. Voilà, encore une fois, ces solutions sont spécifiques à leur contexte, mais il est important d'avoir une bonne compréhension du contexte de régulation. Merci, Katharina. Peut-être, Yoshijun, vous pouvez nous parler du cas de Taihu. Il y a une autorité pour le bassin, donc comment est-ce que vous abordez cette interaction? Dans le cadre du bassin de Taihu, nous avons une autorité qui est en charge des ressources aquifères. Dans le cadre du bassin de Taihu, nous sommes dans le delta d'un fleuve qui représente une unité administrative. Et donc, il y a des interactions entre les différentes villes. Et en termes de planification, nous avons des plans sur 5 ans. Et au moment de l'élaboration de ces plans d'urbanisation sur 5 ans, on communique énormément entre les différents niveaux d'administration avec les départements de conservation des ressources aquifères, de protection de l'environnement, etc. Au moment de l'élaboration des plans d'aménagement, on se met d'accord et alors il est plus facile de mettre en œuvre ces plans d'aménagement.
Au niveau national, dans le cas du delta du Yao, on a un projet d'unification du delta dans le cadre de la stratégie nationale. Ce qui est donc un aspect positif pour nous. La stratégie nationale soutient notre travail, ce qui nous encourage à échanger avec les gouvernements locaux et de fait, de nos jours, les citoyens chinois font de plus en plus attention à l'environnement, ce qui facilite également notre travail. Merci beaucoup, Yao Shujun. Tom, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, merci. Comme Félicien, qui a posé la question, je viens d'une nation qui est une fédération avec donc différents niveaux politiques, ce qui déjà est source de problèmes administratifs au sein d'un même pays. Et je pense qu'il y a 4 solutions pour permettre le progrès dans l'administration des bassins. Tout d'abord, avoir un leadership basé sur une vision pour orienter les efforts. Malheureusement, dans de nombreux pays, ce leadership n'existe pas. Un autre point important, c'est l'application des communautés locales qui, finalement, forcent les élus à traiter de ces problèmes. Troisièmement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la bonne volonté et les talents, les capacités de nos élus, de nos institutions. Je pense que c'est comme ça qu'on peut les faire échanger en se basant sur leurs intérêts communs. Trouver des objectifs communs, c'est important. Et dernièrement, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite forcément, mais c'est très efficace, c'est une crise. Malheureusement, quand rien ne fonctionne, une crise est une bonne solution. Merci beaucoup. Je crois que votre intervention est une excellente conclusion à notre séance. Tant mieux d'ailleurs, ça nous fait économiser du temps. Notre session, je vois qu'il y a une question de Marcel Kassongo sur la coopération entre le SIAP et les deux Congos, qui a effectivement déjà été évoqué tout à l'heure. Je vous renvoie au manuel, puisque ce cas est étudié dans le manuel. Donc, vous aurez toute l'information dans le manuel RIOB-IWA qui sera complètement public à partir du mois de mars et à partir du forum de Dakar. Quelques éléments simplement pour remercier tous nos intervenants. Je crois qu'il était important de montrer combien l'enjeu d'intégration, finalement, qui est un sujet important pour les organismes de bassin, la gestion intégrée des ressources en eau par bassin, est notre cœur de métier. L'intégration est donc une notion pertinente à différentes échelles spatiales entre les villes et leurs bassins, mais même au sein même des villes, à travers des quartiers. L'intégration entre spécialistes et le public, l'intégration entre les acteurs publics et les acteurs privés, l'intégration entre des fonctions différentes liées à l'eau dans la ville, l'intégration entre différentes technologies, avec donc des approches qui nous amènent à l'économie circulaire dans un certain nombre de cas. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous renvoie évidemment à ce très bel ouvrage qui sera publié au mois de mars entre l'IWA et le RIOB au moment du Forum mondial de l'eau de Dakar, et vous aurez l'occasion de regarder encore plus précisément un certain nombre de cas. Merci à nos interprètes, merci au support technique, et il est temps pour moi de clore cette session et de rendre la parole à Sissi.
Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tardieu, et à tous les intervenants pour leurs interventions très intéressantes. Et merci à nos participants pour leur attention et leur intérêt. Ne vous déconnectez pas. La cérémonie de clôture commencera à 11h. Merci. Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise and equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us.